Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Couverture. 4e de couverture. Exergue. Toutes les vagues et tous les flots ont passé sur moi. L'abîme m'a enveloppé. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Mais tu m'as fait remonter vivant. Du livre de Jonas. Avant-propos. Comment les Libanais en sont-ils arrivés là? Peuvent-ils encore s'en sortir? Le Liban peut-il se réinventer? Telles sont les questions principales qui seront abordées dans ces quelques pages. Au-delà de la grande émotion éprouvée par le chaos actuel du Liban, cet écrit se propose d'apporter d'une part un éclairage des multiples causes à travers des successions de crises depuis un demi-siècle et d'autre part, présenter une autre voie pour permettre aux Libanais de retrouver leur vocation et leurs espoirs. Le devoir de mémoire et la confiance en l'avenir sont deux paramètres à retenir. Les Libanais sont devant une urgence extrême. En se laissant enliser et manipuler, ils sont en train de perdre leur âme et leur pays. Par contre, en osant se libérer de tous les responsables du désastre et de la défiguration de leur pays, ils pourront retrouver leur riche civilisation méditerranéenne et mériter d'être le symbole de la coexistence et du vivre ensemble. Cette épreuve est périlleuse mais les fera grandir. Cet enjeu exige bien plus que des réformes. Il demande une mutation complète des pratiques politiques et un bouleversement des vieux paradigmes. Oser le changement. Oser la mutation. Oser l'impossible. Oser même l'utopie, et puisque tout projet commence par un rêve, oser le rêve d'un Liban libéré des ingérences extérieures et du confessionnalisme mortifère. Le Liban sera un bel exemple des relations harmonieuses culturelles, où cessera d'exister. Introduction. Où es-tu, Liban? C'est la fragilité même de notre amour qui le fait si précieux. Sacha Guitry. L'image que donne le Liban de lui-même depuis quelque temps est inouïe. Ce qui s'y passe est surréaliste. Tout observateur est atterré par l'accumulation simultanée d'un krach économique, d'une dépossession des citoyens de leurs revenus, d'un total dysfonctionnement politique et, pour illustrer le tout, par une explosion quasi-atomique le 4 août 2020, au port de Beyrouth qui a emporté des centaines d'innocents, blessant des milliers et défigurant le tiers des habitations de la capitale. Tous ces malheurs se sont abattus sur les Libanais en l'espace d'un an. Cet état des lieux dramatique est la résultante non seulement d'un atavisme tribal ancestral, mais aussi d'une spoliation du système politique par des dirigeants compromis avec l'étranger sous le diktat d'une milice armée. Le Liban n'avait jamais connu pareil écroulement politico-économique, même du temps des hostilités de guerre durant les années 1975 à 1990. La faillite actuelle rappelle l'oppression exercée sur le Liban par l'Empire ottoman de 1914 à 1918, ayant conduit à un immense appauvrissement et à la famine du pays. Le plus tragique restera la colossale explosion de produits chimiques du 4 août 2020, stockée au cœur de la capitale, considérée comme la troisième plus grande explosion mondiale après Hiroshima et Nagasaki. Elle symbolise l'implosion du Liban. Ce symbole cataclysmique survient l'année du centenaire de la République libanaise. Cette correspondance de date n'est pas anodine. L'acte intentionnel exprimant un éclatement de la République créée en 1920 n'est pas exclu. Très triste centenaire, comme l'écrit Christian Taoutel, chef du département d'Histoire et de Relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, USJ. Tout porte à croire qu'il s'agit par ce crime de montrer au monde entier que la République libanaise avait volé en éclats, au bout d'un siècle d'existence. Des morts, des blessés, des handicapés et des déplacés qui n'arrivent toujours pas à obtenir justice depuis août 2020. C'est encore une fois le règne de l'impunité malgré le caractère hautement criminel de cette explosion, qu'elle soit intentionnelle ou non. Cet événement est une illustration de plus de l'irrespect total des dirigeants pour le droit et la vie humaine. Aucune enquête nationale n'a pu aboutir, et les autorités libanaises ont également refusé toute commission internationale. Les tenants du pouvoir ont même dessaisi 2 magistrats suite à des menaces de mort. L'impunité est une constante dans la vie publique libanaise, alors que le peuple est en droit d'accuser devant les tribunaux ses dirigeants de crimes par négligence ayant entraîné des centaines de morts et des milliers de blessés.
Par ailleurs, le citoyen a vu depuis 2020 son argent se dévaluer à un point abyssal de jour en jour, ne valant plus que 10% de sa valeur. Le Liban, qui avait une monnaie plus forte que le franc français dans les années 75, se retrouve à un point qui rappelle le mark allemand d'avant la Grande Guerre. Le citoyen humilié croule sous les privations de toutes sortes. Le Libanais est asservi et désorienté. Ici encore, le droit du citoyen d'attaquer son gouvernement en justice et le destituer est évident puisque celui-ci a bel et bien spolié l'argent du peuple. Le moral de la population est au plus bas, tout autant que sa morale. Le peuple doit subir la faillite de l'État qui n'assure plus les prestations basiques telles que électricité, carburant, médicaments, hospitalisation, école, eau et incinération d'ordures. À cela est venue s'ajouter l'épidémie de la Covid. Le Liban a complètement changé de visage depuis quelques décennies. La République libanaise est dévoyée et sclérosée. Devant nous, un pays s'écroule, une population est laissée à l'abandon au fond de l'abîme et les politiques peinent comme d'habitude à former un gouvernement crédible et à résoudre les défis les plus urgents. Les institutions politiques ne signifient plus rien et deviennent des parodies. Cet état des lieux est catastrophique. Dans un petit pays comme le Liban, ces chefs politiques forment une caste enrichie par un réseau à travers lequel passent toutes les corruptions et les passe-droits. Tous ceux qui gravitent autour de ces leaders en profitent. Les politiciens vivent sur une autre planète. Ils sont au pouvoir avec comme seul objectif leur profit personnel et celui de leur entourage. La chose publique devient leur fonds de commerce. Ils sont au pouvoir pour s'enrichir, ils ne connaissent ni éthique ni honneur. Le pays coule et les Nérons regardent ailleurs. Face à une révolte qui réclamait une nouvelle classe politique, les responsables du pouvoir font traîner la situation. Au bout de plus d'un an, les députés complices du régime choisissent comme chef de gouvernement Nejib Mikati, l'homme d'affaires le plus fortuné du pays ayant déjà exercé ce poste par le passé et par là même impliqué dans le statu quo. La gestion des dirigeants fait penser à un club de nantis à l'intérieur duquel l'argent circule et ruisselle, sans que le citoyen puisse avoir le moindre droit de regard et de contrôle. La corruption généralisée a tout rongé en toute impunité. Pourtant, des banques internationales et des puissances occidentales ont proposé à plusieurs reprises de renflouer les caisses de l'État mais sous condition de réforme. Hélas, ces profiteurs sont si corrompus qu'ils ont décliné toutes les offres. La raison de ce refus est leur rejet de la transparence qui mettra au grand jour leur trafic et leur turpitude. Ils ne veulent surtout pas de réformes qui viendraient mettre en péril leurs acquis et leur dévoiement. Ils vont jusqu'à assister impassibles au grand désastre du pays, plutôt que de renoncer à leurs minables calculs. Ils étouffent toute justice qui risquerait de les atteindre, et se contentent de rejeter la responsabilité sur d'autres. Les capitales internationales, Paris en particulier, semblent se lasser de l'inconscience et du mercantilisme des dirigeants. Les médias mondiaux s'en détournent également. Des puissances amies ont demandé aux Libanais de se prendre en main et de proclamer clairement leurs revendications. Une forte opposition existe, et un mouvement de refus s'était amorcé en 2019. Cependant, tant que la révolte, c'est-à-dire le mouvement du 17 octobre 2019 ne se constitue pas en relève crédible, aucune opinion mondiale ne bougera. Aucune aide efficace ne viendra secourir le Liban tant que les mêmes dirigeants sont toujours présents. Devant pareille faillite, la première initiative aurait été normalement de faire appel à des spécialistes et à des puissances internationales aux fins de mener un sauvetage de toute urgence. Rappelons ici à titre d'exemple que l'Union européenne avait aidé financièrement, il y a quelques années le Liban, mais les sommes n'ont servi qu'à enrichir les gens du pouvoir. Ainsi les puissances étrangères ont-elles perdu toute confiance en ses dirigeants, et les dons qui parviennent au Liban ne passent plus que par les ONG. Triste est de constater que l'actuel président de la République, Michel Aoun, est visé par des accusations d'enrichissement, lui qui dans les années 1989 avait pu soulever un grand espoir populaire. Il s'est allié en 2005 au cercle des profiteurs. Aujourd'hui, à un âge très avancé, lui qui s'était présenté comme le père de tous est devenu tristement le père du chaos. Les accusations touchent évidemment bien d'autres politiciens dont l'inamovible président de la Chambre des députés, en poste depuis plus de 30 ans,
l'Éternel Nabi Berri qui règne en maître avec la bénédiction de la milice chiite et se joue des pratiques parlementaires faisant la pluie et le beau temps. Il est compté avec d'autres chefs de gouvernement et hauts placés civils et militaires, parmi les plus grosses fortunes du pays. De plus, le gouverneur de la Banque du Liban, Riyad Salamé, en poste également depuis 30 ans, est l'objet de poursuites internationales pour de multiples corruptions avec des millions d'euros en jeu. Laisser un dirigeant en place durant si longtemps est en soi une erreur qui encourage les enrichissements et l'impunité. La révolte populaire a lancé depuis 2019 un slogan devenu symbolique, « Tous, ça veut dire tous ». La révolte demande le départ de toute la classe politique tenue responsable du chaos. Ce soulèvement populaire avait commencé à faire tomber déjà le gouvernement de Saad Hariri, et quelques semaines après celui de son successeur Hassan Diab, considéré comme manipulé par les tenants du régime. L'opposition populaire réclamait une équipe compétente et surtout intègre. Mais l'invraisemblable situation a fait que le gouvernement démissionnaire de Diab demeura en place pendant plus d'1 an faute de remplaçant. Le mouvement de la révolte populaire n'a malheureusement pas poursuivi son élan contestataire, et le pays est retombé dans les cercles infernaux récurrents. Depuis, la situation politique et économique n'a fait que plonger de plus en plus vers l'abîme en humiliant une population désemparée et incapable de réagir. Le pays croule sous les problèmes vitaux du quotidien. La pauvreté a pris des proportions inhumaines. Les dirigeants n'ont même pas eu le courage de se rendre au chevet des victimes de l'hallucinante explosion du port. Il a fallu qu'un chef d'État étranger, en l'occurrence, le président de la République française, Emmanuel Macron, se rende immédiatement sur place pour soutenir les habitants. Pire, pensez-vous qu'après l'explosion de leur capitale, les parlementaires aient pu observer 1 minute de silence par respect du drame national ? Le Parlement ferait mieux d'observer non pas 1 minute de silence, mais le silence total. Le Liban a été fragilisé jusqu'à la brisure par des dirigeants manipulés par l'étranger, et par la pratique du clientélisme et de l'instrumentation confessionnelle. La démagogie a infantilisé le peuple, jusqu'à un stade pathologique. Le Liban est fragile, étant un petit pays dans un environnement proche-oriental très compliqué et sujet aux pressions extérieures. Il est fragile par sa position géographique, enclavé entre la Syrie à régime dictatorial clanique souvent interférente et Israël créé depuis 1948, intrus et belliqueux, qui opère de fréquentes attaques injustifiées, occasionnant de lourdes destructions. Heureusement qu'il est largement ouvert sur la Méditerranée, qui lui apporte ouverture et liberté. Depuis des décennies, ce pays s'est laissé entraîner vers le marasme alors qu'il était considéré auparavant comme un exemple de pays évolué, du Proche-Orient. Le sauvetage est à présent plus qu'urgent. Ce sauvetage sera périlleux et ambitieux, mais restera moins absurde que le chemin imposé par les dirigeants actuels. Les Libanais se sont trop laissés faire et manipuler pendant si longtemps, qu'il est temps de se réveiller et de refuser le grand glissement. Il n'est pas trop tard pour se libérer de la résignation et de la soumission. Face au drame, le devoir est de se rassembler au lieu de se diviser. La contestation ne réussira qu'à la condition d'une mobilisation populaire imposante réclamant l'aide internationale, afin d'obtenir un statut de neutralité pacifiée de toute force armée non étatique. Seul, le Liban ne pourra pas se relever. Les citoyens se retrouvent en grande majorité résignés et impuissants. Cette impuissance est double. Impuissance des dirigeants à résoudre la crise et impuissance de la révolte populaire, malgré son mérite, à se constituer de manière crédible et unifiée. Aucune mesure d'urgence ne s'est mise en place. Aucun politicien n'assume la moindre responsabilité du désastre. Ils s'accusent les uns les autres de cette descente aux enfers. Les présidents, ministres, députés et autres politiciens s'accrochent au pouvoir sans avoir ni la compétence, ni le courage du changement. Ils sont compromis par des accords politiques ou par la corruption. C'est une situation de coma. Le feu ravage tout, et les politiciens continuent leur train de vie habituel. Le défi est à relever. L'impossible est à oser. Nombreux sont les écrits dressant le même constat sur la situation du Liban. La parole n'a plus sa place. Le sursaut sera une mobilisation pour réclamer l'aide internationale et la tutelle des Nations Unies, car le Liban se meurt et ne peut plus se sauver seul.
Un soulèvement imminent est l'unique issue pour réclamer une mutation générale et un grand changement. Il ne s'agit pas d'une incantation de plus, mais d'une voie constructive pour secouer les pratiques archaïques. Loin d'être une parole de défoulement, elle est un appel pour vaincre l'impossible et oser rêver. Oser rêver n'est pas plus utopique que certaines démagogies dévastatrices qui mènent au chaos. Ce témoignage est l'expression d'un simple citoyen qui n'est ni écrivain, ni politicien, ni historien, ni politologue. C'est celui d'une personne qui a vécu les nombreuses crises ayant entraîné la décrépitude du pays durant plus d'un demi-siècle. Loin de se lamenter, c'est une voie nouvelle à ouvrir pour le réveil du citoyen. Un sursaut pour rejeter la politique chaotique et établir des pratiques politiques nouvelles débarrassées du féodalisme, du confessionnalisme et de la corruption. Cet écrit veut surtout insister pour ne pas confondre impuissance et abandon. S'il y a encore une chance sur 1000 de débarrasser le pays des spoliateurs, il faudrait tenter l'impossible. Une épreuve coûteuse certes mais salutaire. Dès lors que les corrompus seront renvoyés par un mouvement populaire, et qu'une solution de tutelle internationale sera convoquée pour renflouer le pays, les nombreux Libanais exilés ou désespérés seront les premiers à se retrouver. Dans ce but, le soulèvement populaire est appelé à se prononcer clairement pour une aide politique et économique des Nations Unies sur de nouvelles bases afin de définir un nouveau statut du pays. Aucun malade ne se sauve seul. La révolte ne peut réussir qu'à cette condition. Seule une tutelle internationale pourra reconstruire le Liban avec une démilitarisation de ses frontières. Elle pourra compter sur une équipe vertueuse pour préparer la relève et ramener à la vie ce beau pays du cèdre. Du chaos sortiront la vie et la lumière. Par ailleurs, il est aberrant d'aller vers des élections parlementaires et présidentielles sous l'emprise des armes et d'une loi électorale pernicieuse qui fait perdurer les maux du pays. Garder les mêmes dirigeants, les mêmes lois et coutumes est comme vouloir faire du neuf avec du vieux de très mauvaise qualité. S'il y a une chimère, c'est bien celle d'imaginer opérer le changement dans les conditions et les mentalités actuelles. L'état d'urgence exige une nouvelle structure électorale issue de consensus sans pression militaire ou ingérence extérieure. Le salut ne peut être ni hypothéqué par des élections, ni décalé dans le temps. Une élection sous la menace des armes non étatiques est un leurre. Le moment est grave. Une décision cruciale est à prendre. Choisir entre la liberté et la démagogie, choisir entre l'aliénation et la souveraineté. Chaque citoyen est devant ses responsabilités. L'armée libanaise elle aussi est devant un choix à faire. Suivre la justice ou la pseudo-légalité. L'armée est la protectrice des droits de la nation face aux déviances du politique. L'armée suit le droit et la justice et non une légalité corrompue. En opérant la grande mutation des lois et des pratiques sociales archaïques, les citoyens protégeront leur pays et lui prouveront leur amour. Voilà le grand défi libanais. Chaque citoyen est face à un choix pour prouver efficacement son amour du Liban. 1. Le Libanais aime-t-il le Liban ? Aimer, c'est vouloir du bien à quelqu'un. Aristote. Il m'est souvent arrivé de me poser la question : le Libanais aime-t-il vraiment le Liban ? Cette interrogation concerne une partie des citoyens et non l'ensemble, fort heureusement. Il y a bien évidemment des femmes et des hommes de valeur, et surtout parmi eux des héros qui se dévouent et donnent un très bel exemple de solidarité et d'attachement au pays. En revanche, certains ne se soucient que de leur personne. Ils sont aveuglés par leur égoïsme. Leur rapport avec leur pays est un rapport mercantile. Ils ne sont pas conscients des conséquences de leurs actes, surtout en ces temps de marasme. Si les dirigeants actuels aimaient le Liban par-dessus tout, ils feraient l'impossible pour le sauver en remuant ciel et terre. Aimer son pays, c'est comme aimer son enfant. Aimer le Liban suppose de veiller sur lui, et le faire grandir en le préservant de tous les dangers extérieurs, comme on veille sur son bébé. Peut-on laisser son enfant s'abîmer sans réagir ? Faire grandir veut dire rendre responsable. Faire grandir un enfant demande beaucoup d'amour. Devenir majeur est à l'opposé du mineur qui doit toujours dépendre de quelqu'un. Grandir veut dire devenir libre. Grandir veut dire connaître non seulement ses origines, mais surtout son identité. Grandir veut dire prendre en main son avenir, et relever le défi de tous les enjeux politiques. Si le Liban en est arrivé à ce point d'écroulement,
il faut en chercher les causes aussi bien lointaines que plus proches. Ce mal avait poussé ses racines depuis longtemps jusqu'au fond des âmes rongées par la lèpre de la cupidité, de l'égoïsme et de la bêtise. La plupart des citoyens n'ont jamais arrêté de biaiser et de vivre à courte vue. La société libanaise a trop longtemps vécu en enfant gâté. Les expressions Yallah, allez et Ma'alesh, ça ne fait rien, ont trop longtemps été des paramètres de comportement. Ces expressions peuvent aussi se traduire par ce n'est pas grave. On a trop compté sur la providence, vivant dans l'insouciance et le refus de toute rigueur. L'éthique et les normes semblaient superflues. Les causes lointaines et profondes de cette chute résident dans l'atavisme tribal des comportements politiques. La pauvreté intellectuelle a fait progresser le confessionnalisme et la soumission aux chefs traditionnels. La société a continué à vivre avec un état civil personnel archaïque. La laïcité est la seule issue pour s'en sortir. Cette mutation irait de pair avec une loi électorale laïque. Les arguments qui prétendent que les mentalités ne sont pas encore prêtes pour pareille révolution ne servent qu'à maintenir le statu quo. Les pratiques actuelles, supposées provisoires, sont entrées dans nos mœurs, alors que de nouvelles dispositions nous en libéreront. La loi sert aussi à changer les mentalités. La laïcité est un rempart contre tout fanatisme et tout confessionnalisme. La laïcité est aussi un rempart contre tout dévoiement de la religion. Trop de nos concitoyens se comportent à la légère avec les affaires publiques. La tricherie et les arrangements illégaux ont pourri tout le système social. La notion d'État est toujours passée en second, devant les intérêts privés. Même dans leurs formalités de tous les jours, la plupart des Libanais n'ont jamais respecté l'État. Ils ont un réflexe qui les pousse à prouver leur intelligence et à se montrer plus forts que les règlements en les détournant ou en pratiquant la corruption des fonctionnaires. Ils ont tellement affaibli l'État qu'aujourd'hui il n'y a plus ni République, ni État. Ils récoltent ce qu'ils ont toujours semé. Il est vrai aussi qu'il n'existe pas un lien de confiance entre l'État et le citoyen. Le Libanais vivant à l'étranger a expérimenté une autre relation avec l'État. Il est respectueux des règlements, si en retour il obtient une sécurité ou un service correct. Dans le cas contraire, un cercle vicieux s'installe et personne n'est gagnant. Lorsque le citoyen ne reçoit rien en retour, il a tendance à dénigrer les administrations publiques. Quant aux causes plus proches, elles proviennent d'une part de l'asservissement de beaucoup de responsables compromis avec l'étranger, et d'autre part, d'une inconsciente décision libanaise prise depuis 3 décennies, d'autoriser l'armement d'une milice appartenant à une communauté confessionnelle en lien avec l'étranger. Un invraisemblable anachronisme qui aggrave la maladie du communautarisme. En autorisant un parti qui s'affiche communautaire, les dirigeants ont précipité le Liban au fond du gouffre confessionnel. L'anticonstitutionnalité évidente de cette autorisation est suicidaire. Cette autorisation témoigne du peu d'amour envers le pays. Agir si légèrement n'est pas une preuve d'amour. J'ai vécu les déroulements de la politique libanaise de 1958 à 1990. J'ai aussi suivi leurs suites et leurs conséquences jusqu'à ce jour. J'ai connu dans les années 70 les mouvements qui souhaitaient un Liban laïque et libéré de toute ingérence étrangère. J'ai souvent espéré, comme beaucoup, voir une paix s'y installer. Mais une paix sans liberté et sans justice n'est pas une paix. En fait, aucune paix véritable n'a eu lieu. En réalité, la guerre commencée en 1975 ne s'est jamais terminée en 1990. Elle continue sous d'autres formes. Ses conséquences sont toujours au cœur de la vie politique. On peut dire que si les hostilités ont pris fin en 1990, la guerre de position est omniprésente. Les problèmes le sont avec bien plus d'acuité et de complexité qu'avant. Pire, faute de projets communs tournés vers l'avenir, la situation a connu un total pourrissement. Il est impossible de faire muter le pays du temps ancien au temps moderne, avec les mêmes acteurs de la politique de plus en plus âgés. Pourtant, sous pression arabe et internationale, de conférence en conférence, de Genève à Riyad, de Paris à Beyrouth, de réunions de conciliation en comité de salut, les dirigeants ont fini par contenir les hostilités et dissoudre les milices en 1990. Cette initiative était bonne, par contre,
Un seul parti et de surcroît confessionnel fut autorisé à conserver ses armes et à les démultiplier au point de devenir bien plus puissant que l'armée officielle. Ici se trouve le plus gros nœud gordien, parmi la multitude de nœuds qui paralysent le pays. Ce privilège a été octroyé à un parti créé et financé par l'étranger, en l'occurrence, la République islamique des ayatollahs d'Iran. Cet accord a eu lieu sous tutelle syrienne et saoudienne avec la bénédiction des États-Unis. S'était aggravé de plus en plus le confessionnalisme. Ainsi, la Syrie avait su brillamment opérer de manière à garder le contrôle sur le Liban et surtout à affaiblir les anciennes milices qui lui étaient hostiles. D'ailleurs, de tout temps la Syrie des Assad s'est comportée avec beaucoup de finesse politique pour arriver à ses fins vis-à-vis du Liban. Hafez el-Assad s'était toujours montré un redoutable manipulateur. Par contre, l'attitude des États-Unis et de l'Arabie saoudite dans cette décision est pour le moins décevante voire scandaleuse. Comment expliquer qu'un pays sunnite, comme l'Arabie, puisse encourager et laisser agir militairement une force chiite dans la région ? Les Libanais n'ont retenu aucune leçon des conflits du passé. Ils n'ont pas su faire face aux nombreux dangers, vivant dans le déni et laissant le pays s'enfoncer de plus en plus dans le sang, la violence et la haine. Le Liban, doté d'une certaine démocratie libérale malgré ses grands défauts, est devenu terrain de contrebande avec des procédés dignes des plus terribles gangs à la sicilienne et ce depuis 40 ans. Assassinats, combines, trafic de drogue, d'armes et autres procédés crapuleux dans une totale impunité. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.